Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire qui sera consacré donc à la virtualisation de la donnée. Alors, je ne vais pas vous représenter la société puisque Florence l'a très bien fait. Juste pour ma part, pour me présenter, mon nom est Christophe Cosme. Je suis donc consultant chez DBI Services depuis plus de 3 ans maintenant. Et donc, ma spécialité, c'est la business intelligence, donc la conception et la mise en place d'outils décisionnels et spécialement sur la technologie Microsoft. Donc, tout ce qui englobe bien sûr le DB Engine, Integration Services, Reporting Services, Analysis Services, mais également Power BI et tous les services cloud aussi qui sont Synapse, Data Factory, bien sûr les bases de données managées, etc. Voilà pour ma part. Alors, ce que je vous propose pour ce programme du webinaire, pour aborder ce sujet, c'est déjà de commencer par définir ce que c'est que la virtualisation et pourquoi elle est peut-être intéressante pour les données et dans quel but on va la mettre en place. Ensuite, on abordera bien sûr la partie technologie et comment réaliser une telle virtualisation de données avec l'aide d'une solution proposée par Microsoft dans le cadre de SQL Server. Et la grosse partie du webinaire sera basée sur une démonstration de cette technologie. Et on finira par une petite conclusion. Donc, si on commence tout d'abord par comprendre la notion de virtualisation, et comment cela peut s'appliquer aux données. Alors, première chose à faire, c'est de savoir ce que c'est que la virtualisation. Donc, dans une façon commune, ce sera déjà de comprendre ce que c'est que le mot virtuel. Ben, le mot virtuel, comment on va le définir? Je change plus de slide, voilà. On va dire que quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui n'a pas de réalité physique. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est dans la vie quotidienne. On va parler de réalité virtuelle. Donc, on voit le bonhomme avec son casque. Il va voir des images devant lui. Il va se trouver dans un environnement. Il verra des objets qu'il ne pourra pas saisir. On va parler aussi de monnaie virtuelle. Quand vous payez avec votre carte, vous faites des virements d'argent, vous ne voyez pas l'argent. Ou alors les images. Par contre, dans le monde informatique, est-ce qu'on peut définir la virtualisation ou le mot virtuel de la même manière? On va définir ça de façon un peu différente. On va dire que c'est une division logique des ressources d'un système. Donc, quand on va parler de machine virtuelle, on va faire une division en fait du hardware. On va allouer des CPU, de la mémoire, ce qu'on appelle mémoire virtuelle, une CPU virtuelle, à une machine. On va faire de même, par exemple, pour les data centers. Au niveau des clouds, c'est exactement ce qui se passe. On va faire une division logique d'un data center à différents clients pour qu'ils partagent le même espace de travail. Et plus communément aussi, on l'a bien connu ces derniers temps avec le télétravail, si on ouvre des tunnels VPN, on va partager le réseau aussi. Donc tout ça, ce sont des choses, une virtualisation au niveau de l'IT qu'on connaît et qu'on utilise maintenant quotidiennement. Par contre, au niveau de la donnée, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes choses? Je dirais que c'est un peu un mix de ce qu'on vient de voir, puisque pour moi, je vais définir la virtualisation de données comme un moyen, en fait, de visualiser ces données, de les utiliser, d'y accéder, sans avoir d'informations techniques à propos de ces données, et donc sans savoir exactement où elles sont situées. Donc en fait, on voit bien que c'est un mix, pour moi, c'est un mix des deux. Ce sont des données qui n'ont pas de réalité physique, donc on ne sait pas où elles se trouvent. Par contre, on va essayer d'utiliser les systèmes sources, les ressources du système source pour les exploiter. Alors pourquoi on fait ça? C'est aussi important de le comprendre. Donc
On sait bien que le volume de données actuellement est en en constant accroissement, donc il augmente quotidiennement. Le volume généré par les entreprises, les organisations, mais pas seulement, les particuliers aussi fournissent de nombreuses informations. Les objets, maintenant, on parle beaucoup d'objets connectés, on voit ça avec la technologie IoT. Tout ça, ce sont des sources d'informations qu'on va avoir et le volume augmente considérablement. Les sources de données, on l'a vu, ce sont des capteurs, les particuliers, etc. Les organisations utilisent différentes technologies. Tout ça aussi, c'est je dirais un facteur qui va nous solliciter aussi cette virtualisation de données. Le lieu où elles sont stockées, le lieu de provenance, on voit beaucoup avec le cloud actuellement que les données elles peuvent être stockées à différents endroits dans le monde très facilement. On va aussi avoir euh, les problématiques de sécurité. On l'a vu avec l'émergence du GDPR. Il y a de plus en plus de pays qui imposent que les données sensibles ne quittent pas le territoire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va favoriser et puis nous faire penser à la virtualisation de données et aussi les menaces de cyberattaque. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Il faut savoir que plus les données transitent d'un système à l'autre, plus elles sont vulnérables à ces attaques. Et on va parler aussi de consistance d'accès à ces données. Vous savez, plus on les manipule, plus il y a des risques qu'elles soient altérées et transformées. Donc le bénéfice en fait qu'on va avoir en parlant de virtualisation de données, c'est justement d'éviter ces mouvements d'information d'un système à l'autre. On va éviter justement la duplication des données et de ce fait aussi, vu les volumes qu'on génère et qu'on a à stocker, on va diminuer les coûts puisqu'on aura besoin de moins de stockage. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion aussi beaucoup de travailler avec le cloud. On se rend vite compte que sur certains systèmes qui sont vont être très gourmands et très coûteux au niveau coût de stockage des informations. Donc là également, on va parler de virtualisation et de l'intérêt de la virtualisation. On va également pouvoir accéder plus facilement et plus rapidement à ces informations. On va bien sûr déplacer des informations d'un système à l'autre. Ça va nécessiter des coûts de développement, du temps de transfert de données, et cela peut être coûteux et long à réaliser. Donc là également, pouvoir accéder directement sur les systèmes sources à ces informations va accélérer les choses. Par contre, aussi, le bénéfice qu'on va avoir avec cette virtualisation de données, et c'est aussi le but, c'est de pouvoir mélanger ces sources de données, de ces sources, je dirais, hétérogènes de données, ou si on a des technologies différentes, on va pouvoir quand même mélanger ces informations avec ces différentes technologies et ces différentes structures de données. Ouais, je dirais, alors la liste n'est pas exhaustive, hein, bien sûr, il y a d'autres raisons pour lesquelles on va parler de la virtualisation de données, mais je dirais ça, ce sont les principales raisons pour lesquelles la virtualisation de données peut être intéressante. Voilà, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est que la virtualisation et pourquoi elle est intéressante et pourquoi elle est, je dirais, elle est de plus en plus mise en place dans les organisations, on va maintenant aborder la technologie et savoir comment on peut la réaliser. Alors la technologie que je vous propose dans ce webinaire, c'est une technologie qu'on appelle Polybase et qui est intégrée dans Microsoft SQL Server. Alors la définition qu'en donne Microsoft, alors je vais vous la donner en anglais puisque je l'ai sorti directement de la documentation en Microsoft.
Polybase enables SQL Server instance to process transact SQL queries that read data from external data. Donc en fait, ce qui se passe au niveau du SQL Server, c'est qu'on va mettre une couche au niveau de l'installation SQL Server qui va permettre de faire l'interface entre, je dirais, vos clients directement et vos sources de données de différentes technologies de façon transparente. C'est-à-dire qu'on va essayer de façon native, avec un TSQL normal, d'attaquer directement les sources de données. Ça, c'est vraiment le concept de Polybase. Alors, à savoir que Polybase n'est pas une technologie complètement nouvelle dans SQL Server 2019. Elle est déjà apparue dans 2016. Par contre, on n'avait que deux connecteurs possibles. C'était un connecteur sur Hadoop et sur Azure Blob Storage, qui est en fait plus ou moins du Azure aussi derrière, du Hadoop derrière. Maintenant, avec la nouvelle version de SQL Server 2019, que ce soit en Enterprise ou en standard, on a de nouveaux connecteurs qui sont SQL Server donc lui-même, Oracle, Teradata, MongoDB, mais également c'est ouvert à des drivers ODBC. Alors, comment s'installe Polybase? C'est relativement simple. Je ne sais pas si parmi vous, beaucoup ont déjà installé du SQL Server. La fonction Polybase, simplement une option qu'on va sélectionner dans SQL Server. Si on démarre l'installation du SQL Server, on va retrouver une option ici, Polybase Query Service for External Data. Si on veut utiliser du Hadoop, du HDFS, on va installer aussi les connecteurs Java qui correspondent. Et en fait, il suffit d'installer cette option en plus. Alors, quelques petites choses à savoir quand même, c'est qu'il y a deux modes d'installation qui sont possibles. Donc, il y a le single node ou le scale-out group. Donc ça, il faut le choisir avant de lancer l'installation parce qu'on ne pourra pas le changer par la suite. Donc, on ne pourra pas passer, si on a installé du single node, on ne pourra pas le passer en scale-out group et vice-versa, si on l'a mis en scale-out group, on ne pourra pas le repasser en single node. Donc ça, je dirais, c'est à prévoir avant. Donc l'option Polybase ne peut être installée qu'une seule fois par machine. Vous savez que SQL Server peut être multi-instance, c'est-à-dire qu'on peut installer plusieurs instances de SQL Server sur le même serveur. Par contre, cette option-là n'est possible que sur une seule instance sur le serveur. Au niveau des droits, alors, bon, là, une petite parenthèse. Microsoft décrit la façon suivante: sysadmin ou control server doit être mis en place pour utiliser l'option Polybase. Moi, je dirais que c'est pour l'installer. Les vrais droits qui sont mis là. Pour l'utiliser, on va pouvoir mettre d'autres droits. On n'est pas obligé d'avoir un niveau de droit aussi haut pour pouvoir l'utiliser. C'est surtout pour l'installer. Après l'installation, ce qu'il faut savoir, c'est que cette option doit être activée au niveau de l'instance. Et aussi une bonne chose à savoir, c'est que au niveau des comptes de service, vous allez devoir les définir avant l'installation parce qu'on ne pourra pas les changer par la suite. Il va falloir faire une désinstallation, une réinstallation de l'option pour pouvoir les changer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prévoir bien à l'avance. Au niveau du scale-out group, pour l'installation, aussi des petites choses à savoir, s'assurer que toutes les machines et tous les nœuds soient bien sûr sur le même domaine, que vous allez utiliser le même service account et les mêmes passwords bien sûr sur toutes les installations Polybase.
C'est pour ça que c'est aussi important au début de définir comme je vous dis sur le slide précédent, de définir les service accounts à l'avance. Il faut s'assurer également que toutes les instances puissent communiquer entre elles. Bon, ça va de soi. Et bien sûr, utiliser la même version de SQL Server sur tous les nœuds. Donc ça, c'est les petites choses à savoir pour le Scale-out Group. Au niveau de la configuration, des paramètres de configuration, pour ceux qui veulent installer ça par ligne de commande ou par fichier de configuration, j'ai listé également les paramètres à mettre en place. Bon, bien sûr, généralement, on a toujours le SQL Engine et il y a le Polybase Core et Polybase Java. Donc ça, c'est les deux options qu'il faut mettre en plus. On a le nom du compte de service qu'on va utiliser pour l'option Polybase, le password et donc le type pour démarrer les services Polybase. Alors, quand on est en scale-out group, on va définir aussi un range de ports à utiliser et bien sûr l'option scale-out true false. Comme je vous ai indiqué sur le slide précédent, une fois que c'est installé, il va falloir faire la configuration et l'activer, l'option. Donc ça, c'est directement dans l'instance par cette commande. Execute xp configure avec Polybase enable à 1. Pour s'assurer qu'elle est bien active, select server properties is Polybase enabled, qui doit être à 1, bien sûr. Il faut vérifier aussi que les services qui sont donc activés et en fonctionnement. Donc là, on a deux services, SQL Server Polybase Data Movement et SQL Server Polybase Engine. Donc ça, c'est les deux services qui vont être installés et qui doivent être activés et en fonctionnement pour que tout fonctionne. Au niveau de la communication de l'instant, il faudra que votre communication TCP soit aussi activée. Et si vous voulez utiliser Hadoop, il y a également un paramètre de configuration qu'il va falloir mettre en place. C'est le Hadoop Connectivity qu'on va aussi activer par le SP Configure. Dans ce cas-là, on va choisir dans les options quel type de Hadoop on veut interfacé. Donc, dans notre cas, là, je l'ai mis à 7 pour assurer une connexion sur Azure Blob Storage, mais l'option 7 permet aussi d'interfacer du Hortonworks. Donc, voilà au niveau, je dirais, de la théorie. Maintenant, on va passer au niveau de la démonstration. Je pense que c'est toujours beaucoup plus intéressant de voir en live comment la technologie s'utilise et comment on peut l'utiliser. Alors pour ça, je vous ai préparé un petit scénario qu'on peut retrouver dans des organisations. Elle sera basée essentiellement sur deux pôles, donc Azure et AWS. On va mélanger, on voit aussi que dans beaucoup d'organisations, on peut avoir des technologies différentes, des supports différents, des data centers différents, que ce soit on-premise, mais aussi au niveau du cloud. On n'utilise pas, et toutes les organisations, même au sein de la même organisation, ne vont pas forcément utiliser un cloud unique. Donc, dans notre cas, on va avoir du Azure où j'ai une machine principale qui va, voilà, mon curseur, j'espère que vous le voyez chez vous, avec une VM, avec du Windows Server, avec un SQL Server 2019, avec l'option Polybase qui serait installée. Donc, j'ai une base de données où on va retrouver donc mes données de vente locales ou US. Dans mon cas, là, ce serait des données de vente des États-Unis. On va avoir une deuxième machine au niveau de
Microsoft Azure, qui est du Linux avec une base de données Oracle, où j'ai mes données de géographie. Je vais aussi avoir au niveau de Azure un blob storage avec mes données de vente mondiales. Donc, tous les pays vont déposer leurs informations de vente sur ce blob storage. Et parce que mon supply chain, par exemple, utilise un autre type de cloud, on va avoir un service managé sur AWS, donc sur Amazon, avec une base de données SQL Server, avec mes données produits et mes données fabricants. Donc le but, en fait, de cette démonstration, c'est d'utiliser bien sûr la technologie Polybase, donc sur ma VM sur Azure, et de créer des bases externes, ce qu'on appelle des tables externes, sur le blob storage, euh, sur Oracle et sur ma base de données SQL Server située sur Amazon. Et bien sûr, de mixer, de voir si on arrive à, à interroger les données depuis tous ces systèmes euh, de façon harmonieuse. Alors, je vais basculer maintenant sur ma machine virtuelle pour vous montrer tout ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien le basculement. Alors, il faut mettre ça en petit. Voilà. Alors là, j'ai une machine virtuelle en local chez moi. La première chose qu'on va vérifier, c'est qu'on a bien tous les éléments dont je vous ai parlé sur le slide. Donc, je vais d'abord me connecter à mon portail Azure et je vais aller voir donc mes machines virtuelles. Là, j'ai ma machine euh, qui est donc mon Windows Server avec mon SQL Server. Dans le SQL Server, je vous le montrerai après. Donc, ça, c'est ma machine Windows Server sur laquelle j'ai mon SQL Server avec Polybase, qui est en running, donc elle est bien active. Ma machine Oracle qui est également en running. On va aller voir également que mon blob storage est bien actif. Donc pour ça, on va aller voir mon storage account, ce qui me permet en fait de me connecter à mon blob storage. Je vais aller voir mon storage explorer. Donc là, j'ai mon blob container avec mon blob sales. Et dans ce blob sales, j'ai mes world sales avec mes différents pays. Mes fichiers, donc ce sont des fichiers plats dans mon blob storage. On va également voir maintenant au niveau de Amazon, donc ma console de management. Je vais aller dans mes services managés qui sont donc, je vous ai dit que c'est un RDS, hein, Relational Database Storage. Et à ce niveau-là, j'ai une base de données qui est mon AWS VData, donc Virtual Data, qui est disponible également. Donc de ce côté-là, au niveau de mon cloud, j'ai tous mes services disponibles. On va vérifier que les bases de données sont bien accessibles. Donc là, j'ai bien sur mon Oracle, j'ai ouvert un SQL Developer. J'aime bien ma base de données géographie. Au niveau alors, je vais reprendre la connexion ici pour qu'elle soit active. Donc ça, c'est ma machine virtuelle sur Azure où j'ai mes données, j'ai mes local sales avec ma table sales qui sont mes tables, ma table avec mes données US en fait. Et si je vais voir sur ma base de données SQL Server qui se trouve sur Amazon, j'ai bien une base de données produit
Et on voit bien que c'est là, il y a la base RDS admin qui est toujours standard dans les bases de données managées sur Amazon. Et mes deux tables qui sont fabricants et produits. Voilà pour les bases. Ah, allez. J'espère qu'elle est bien disponible. Je vais faire un petit refresh pour être sûr quand même. Voilà, elle est bien là. Voilà. Et maintenant, je vais me connecter directement sur ma machine en local sur Azure. Donc, si je retourne sur ma console Azure, ma machine virtuelle qui est là, donc c'est bien ma 52, 157, 208, 43 que je retrouve sur ma connexion ici. Et là, je suis directement sur ma machine virtuelle sur Azure. Donc, première chose qu'on va faire, ben, on va s'assurer que notre option Polybase est bien installée. Donc, si je vais dans mon Configuration Manager du SQL Server, on va bien voir que mes deux services dont je vous ai parlé avant sur les slides sont bien activés et sont en fonctionnement. Deuxième chose qu'on va faire, on va vérifier si cette option Polybase est bien activée. Donc là, j'ai ouvert Azure Data Studio qui me permettra et qui vous permettra de bien visualiser aussi le déroulement de la démonstration. Donc, première chose, on va ouvrir un fichier avec, que j'ai appelé check Polybase. Donc, je vais exécuter cette première commande et is Polybase installed. Donc, ça, c'est correct. Donc, vous pouvez aussi la vérifier comme ça, hein, avec le spconfigure, comme je vous ai dit, hein, il y a plusieurs méthodes pour savoir si elle est activée. On peut aussi voir, alors ça, je l'ai fait parce que on va s'apercevoir que si je cherche toutes les configurations relatives à Polybase, il y en a une autre qui est très très peu documentée par Microsoft, c'est la Polybase Network Encryption, donc qui par défaut est à 1. Donc il faut quand même s'assurer qu'elle soit à 1, c'est ce qui permettra d'assurer le cryptage de vos credentials qu'on verra tout à l'heure, et aussi de la communication entre les nœuds des serveurs et avec les données sources. Et la dernière chose qu'on va vérifier, c'est la configuration sur Hadoop, puisque dans le scénario qu'on a, on va se connecter également au blob storage. Donc, si je fais ça, je vois que ma valeur actuelle est à 7. Donc, on a vu sur le slide qu'elle permet d'interfacer le Azure Blob Storage. Voilà, les vérifications sont faites. On va déjà faire une première chose, c'est s'assurer qu'on a des données en local. Donc là, j'ai ma connexion sur la gauche, sur ma base de données locale, donc ce que je vous ai montré avant, avec mes local sales, avec ma table US sales ici. Et j'ai une deuxième base de données, en fait, qui va me servir, donc c'est pas obligé, mais moi je l'ai séparé pour qu'on mette tous les objets virtuels, je dirais, dans une base de données séparée. Mais vous pouvez très bien la mettre dans la même base que vos sources. Alors si j'exécute, je vais me connecter à ma base locale. Si j'exécute mes données, un petit select sur ma base locale, voilà, mais j'ai des données dedans. On va voir combien j'en ai en local. Alors j'ai à peu près 4 millions d'enregistrements à ce niveau-là. Et on va voir qu'en fait, si je fais un groupe par le country, j'ai essentiellement que les États-Unis dans cette base.
Donc, on est prêt pour commencer cette virtualisation de données. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est en fait construire l'interface par rapport au blob storage. Alors, la première chose qu'il nous faut, et ça c'est un prérequis, c'est de créer ce qu'on appelle une master key qui va nous permettre de faire ce cryptage des credentials et également des communications qu'on va avoir avec nos sources de données ou nos nœuds. Donc voilà, je crée, toujours que je me connecte à ma base, bien sûr. Je crée donc ma master key avec un mot de passe. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire hein, pour accéder à cette source de données externe, c'est de créer des credentials, c'est-à-dire on va définir en fait un user, un mot de passe en fait. Et si vous vous souvenez, pour le blob storage, je suis allé voir donc mon storage account qui était celui-là. Hein, si vous vous souvenez sur mon portail Azure, j'ai pris ce compte storage et son secret qu'on peut aussi trouver au niveau de l'interface Azure. Donc je crée mon credential. La troisième chose à faire, c'est de définir la source externe. Donc, dans ce cas-là, c'est mon blob storage Azure qui est de type, derrière, c'est du Hadoop. On va lui définir aussi la position où il se trouve et le protocole qu'on va utiliser. Donc, le WASBS, c'est le protocole qu'on va utiliser pour Hadoop. Et je vais lui mettre l'adresse, en fait, sur Azure, où se trouve donc mon blob storage et avec quel credential, donc le credential que j'ai créé juste précédemment, un DLS credential que je vais utiliser dans ma connexion externe. Voilà, ça c'est créé. Donc, dans le cas du blob storage, on va attaquer des fichiers plats. Donc, l'information qu'il faut donner, c'est le format de ces fichiers. Donc, de ce côté-là, on va générer cette commande, create external file format, et on va lui définir donc le séparateur, type de date, etc., qu'on utilise dans ce fichier. Voilà. Et la dernière chose à faire, c'est de lui créer ces tables externes, en fait. On va lui définir, en fait, le format, les différents champs qu'on va utiliser. On va lui définir que, en fait, la position de ces fichiers dans mon blob storage. Si vous vous souvenez du portail, sur le portail Azure, je vous ai montré que j'avais ce folder World Sales. Donc, ici, on va lui dire, c'est dans ce folder que tu vas trouver les fichiers qui nous intéressent. On va lui dire, c'est la source de données qu'on a créée précédemment et avec le format de fichier qu'on a également créé précédemment. Voilà. Donc ça, c'est créé. Et si je fais un refresh maintenant de ma source, là, enfin de ma base de données virtual data, où j'ai créé toutes mes informations, hein, vous avez vu qu'en fait, chaque fois, j'avais un use virtual data, donc pour lui dire, OK, c'est sur cette base-là que tu vas me créer ces objets, je vais avoir ma donnée source externe avec mon format de fichier que j'ai créé. On va vérifier qu'on accède bien à ces informations-là. Alors, je vais refaire pareil que pour mes données locales. Hein. En fait, j'ai mon TSQL que j'interroge directement. Je vais bien interroger dans mon virtuel data DBO World Sales mes 10 premières données. Voilà. Si je fais un count de toutes les données que j'ai dans mon blob storage, donc là, il va visualiser, il va me comptabiliser tous les enregistrements que j'ai dans mes fichiers plats. Donc là, j'en ai 3 millions d'enregistrements. Et si je fais un group by par country, pour voir quel pays ont envoyé leurs données de vente,
Là, on voit l'Australie, le Canada, l'Allemagne, le Japon, Mexique et le Niger. Donc, vous voyez, simplement, avec du TSQL, on a réussi à attaquer mon blob storage et avoir les informations de façon assez rapide. Alors, mon data lake, je vais le juste fermer. Voilà. On va faire la même chose avec les données externes Oracle. Le principe reste exactement le même. Alors, je n'ai plus besoin de créer, bien sûr, ma master key, puisque je l'ai créé dans ma première définition de données externes. Donc, il va réutiliser exactement la même. De toute façon, la master key est unique, on ne peut pas en avoir plusieurs. Donc, pour Oracle, ben, c'est la même façon de procéder. On va créer un credential avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, je me connecte toujours à ma base locale, donc dans mon virtual data. On va créer la source de données externe. Donc cette fois-ci, ben, les paramètres changent. On va lui dire que c'est du Oracle et on va lui donner donc mon IP interne dans Azure avec le port qu'on utilise et bien sûr toujours le credential qu'on a créé précédemment. Et là, bien sûr, on va utiliser le format de la table qui est défini sur Oracle. Donc, on va redéfinir les champs qu'on veut utiliser avec les différents champs qui existent dans Oracle. Par contre, une petite subtilité, Oracle, bien sûr, a ses collations à lui. Donc, on va devoir lui préciser les collations de la source pour que SQL Server puisse quand même les interpréter de façon correcte. Et toujours, donc, on va lui définir une position avec la base de données Oracle et la table qui est en référence. Et la source de données, bien sûr, qu'on a créée précédemment. Voilà, c'est fait. On va donc faire la même chose, vérifier que les informations sont bien accessibles. Là, je vais exécuter toutes mes queries de façon globale. Donc, mes 10 premières données, j'ai à peu près 700 000 enregistrements en géographie. Et donc, on voit les positions géographiques qu'on a pour chaque pays. La dernière chose à faire, bah, c'est la même chose par rapport au SQL Server qui se trouve sur AWS. Pardon. Toujours le même principe. On crée le credential. Je me connecte. Ma source de données, ben, cette fois-ci, c'est SQL Server avec l'adresse de mon service de mon RDS sur Amazon. Et je vais créer mes tables externes. Donc là, pas de souci de collation puisqu'on arrive à interpréter, SQL Server arrivera à interpréter les collations de SQL Server. Je vais créer donc ma table externe product et manufacturer. Voilà. C'est fait. On va vérifier quand même que les données soient bien accessibles. Donc là, ce sont mes données produits et donc j'ai 2400 produits et donc des fabricants, là j'en ai que 14. Donc la dernière chose à faire, c'est de voir si on peut mixer ces données. Alors une étape intermédiaire que je vais faire, c'est bien sûr, et ça c'est toujours une technique qu'on a un peu dans
je dirais, dans la BI, et je conseille vivement de le faire, c'est de pas attaquer les objets sources directement, mais moi, j'aime bien passer par une couche de vue, et ce qui nous permet, et au niveau de la virtualisation de données également, dans ce cas-là, c'est de pouvoir aussi harmoniser les choses et simplement de pouvoir plus simplement lier les informations entre elles. Par exemple, au niveau de la géographie, ben, je n'ai pas un identifiant unique que je peux utiliser directement dans ma table géographie sur Oracle. C'est pour ça que je vais créer à ce niveau-là un ID unique qui est composé du code pays et du code postal. Donc, je crée cette vue-là. Je vais créer également la même chose pour mes données de vente mondiales, donc sur Azure Blob Storage. Je vais lui dire, sur cette table-là, mon code unique, c'est mon zip code et mon pays et mon zip code, de la même manière que pour ma position géographique. Je vais créer de la même manière produit et fabricant. Là, je ne fais pas de transformation. Et je vais créer une dernière vue qui en fait englobe mes données de vente, qui seront mes données de vente globales, qui englobent donc mes données mondiales de tous les pays, plus ce que j'appelle mes local sales. Donc ça, c'est ma dernière vue. Comme ça, j'ai une seule vue qui va mélanger en fait mes données sur mon SQL Server en local et mes données sur mon blob storage. Voilà. Donc, si je fais un refresh de tout ça, on va voir effectivement que mes données, maintenant j'ai toutes mes données externes qui sont, enfin mes données de source externes, donc sur Azure Blob Storage, sur Azure AWS et sur Oracle. Avec, bon, j'ai qu'un seul fichier format de fichier, et mes tables externes, elles sont là en fait. Il va les noter donc dans Azure Data Studio, il va les noter en external. La géographie, les fabricants, les produits et les données mondiales, de vente mondiale. Et mes vues sont là. Et bien sûr, le but, c'est de pouvoir et de montrer qu'on on peut mélanger toutes ces informations de façon transparente. Donc là, je vais me connecter de nouveau à ma base. Donc en fait, dans la première query, ce qu'on va faire, on va interroger mes données de vente mondiale et on va les lier à mes données géographiques qui se trouvent sur Oracle. Et on va faire un groupe by par ville, avec un filtre sur l'Australie. Donc si je lance ma query, de façon transparente, on va aller rechercher les informations sur les deux systèmes sans savoir en fait que ces informations, elles ne résident pas en local. Je peux faire sur la deuxième query, on va intégrer la notion de produit. Donc là, le produit, on va essayer de rechercher tous les fabricants et le lien par rapport à ça, c'est le produit. Donc c'est pour ça qu'on lit en fait les données de vente mondiale avec mes informations géographiques qui se trouvent donc sur Oracle et mes produits qui se trouvent sur un SQL Server distant sur Amazon. Voilà, on a notre résultat, je dirais, relativement rapidement. Alors, je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont déjà travaillé avec d'autres technologies pour lier différentes technologies entre elles. Et je pense notamment aux linked servers qui sont aussi, c'est une technologie aussi qu'on a dans l'environnement SQL Server, lier du Oracle avec des données en local.
sur des volumes relativement importants, je dirais, on atteint généralement pas ce niveau de rapidité au niveau des queries qu'on peut effectuer. Donc là, si je refais la même chose ben, avec un autre filtre, là, je peux mettre des filtres de date avec le format de date. Alors, vous voyez aussi que ben, le SQL Server que j'utilise, c'est du TSQL. Hein, c'est vraiment ce qu'on utilise de façon native au niveau du SQL Server. Pas besoin de se soucier de savoir du langage Hadoop ou du langage sur Oracle, etc. On va utiliser de façon naturelle le langage SQL Server. Alors, une petite subtilité quand même, puisqu'on a vu qu'il y avait des problèmes de collation avec Oracle. Il y aura peut-être des choses comme ça à mettre en place pour éviter les problèmes d'interprétation des collations au niveau des bases. Et une dernière query qu'on va effectuer, c'est là on mélange vraiment absolument tous les systèmes. On va aller chercher donc nos global sales qui mélangent donc bien sûr les données locales plus Azure Blob Storage, les données géographiques sur Aura et les données produits et fabricants sur Amazon SQL Server. Et on va chercher tous les fabricants de tous les pays pour... alors là, j'ai mis 2028. Bon, on pu mettre 2018. Je crois que c'est une faute de frappe. Voilà. Donc, on voit qu'en 25 secondes, j'ai pu attaquer tout. Alors, si je change la query, voilà. Donc voilà pour la démonstration. On a vu en fait, si je retourne donc à ma présentation, euh, que je dois, qui est ici. En conclusion, ben, on a vu que rapidement, bon, vous n'avez pas vu l'install, mais je peux vous assurer qu'au niveau d'installation, c'est très, très rapide à mettre en place. On a vu par contre ensemble que le déploiement et l'utilisation est très rapide, puisqu'à peu près en 20 minutes, on a pu interfacer 3 systèmes différents et les performances pour mélanger les données sur ces 3 technologies différentes est relativement bonne. Bon, bien sûr, j'ai pas derrière des volumes énormes, mais c'est pour ça que je l'ai mis là en point, peut-être encore à vérifier, puisque j'ai pas pu vérifier avec des terrains derrière sur les différents systèmes. Mais bon, pour avoir travaillé déjà sur des volumes relativement importants, les performances sont incroyablement bonnes comparées à d'autres méthodes, je dirais. Euh, on peut aussi optimiser l'utilisation des données sur les systèmes sources. Donc ça, c'est aussi un grand avantage de Polybase, c'est-à-dire que Polybase va optimiser les queries sur les systèmes sources et utiliser le cache des systèmes sources pour avoir des informations, enfin, ou un retour d'informations beaucoup plus rapide. On peut également utiliser avec ce scale-out et pouvoir utiliser plusieurs threads sur les systèmes sources, c'est-à-dire si on met plusieurs nœuds, Polybase va optimiser aussi
l'interrogation des systèmes. Et bon, ça, c'est surtout, ce sera surtout sensible au niveau de Hadoop pour rechercher les informations sources. Donc, avec du multi-threading sur les différents nœuds qu'on a mis en place pour avoir des résultats beaucoup plus rapides et utiliser un cache encore supplémentaire sur les différents nœuds. Donc ça, c'est vraiment au niveau de Hadoop, de Polybase, quelque chose de très puissant à ce niveau-là. Par contre, les points négatifs que j'ai pu donc noter, c'est, ben, vous avez bien remarqué que pour chaque système source, on a utilisé des credentials et des, je dirais, fixes. Donc, il n'y a pas de sécurité intégrée. Donc, si vous avez un concept de sécurité sur vos systèmes sources, on ne va pas pouvoir les utiliser. Au niveau bon, là, les performances sur les gros volumes, ça je viens d'en parler. La liste des technologies natives qui sont supportées est encore limitée. Donc je pense qu'elle va s'accroître relativement rapidement, puisqu'on a vu qu'au début, on n'avait que 2 connecteurs depuis 2016, et là, on en a beaucoup plus. Donc, je pense que cette liste va s'accroître, mais pour l'instant, elle est encore limitée. On a bien sûr la possibilité d'utiliser les drivers ODBC, mais on sait bien que les drivers ODBC ne sont pas forcément les plus optimum au niveau performance. Et aussi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a trop peu de possibilités au niveau des file formats. Donc, si on veut utiliser les blob storage, les data lake, etc., on va être quand même confronté à des problèmes de fichiers, format de fichiers qui, pour ma part, je trouve encore trop limité au niveau des définitions. Alors, bien sûr, on peut utiliser du JSON ou du XML qui sont un peu plus faciles au niveau du formatage, mais bon, ça reste quand même très limité actuellement. Voilà, pour ma part, j'ai fini donc la démonstration. J'espère qu'elle vous a suscité l'intérêt au niveau de la virtualisation de données et de la technologie aussi Polybase qui est relativement puissante, je dirais.